Heureuse de vous retrouver pour cette édition. Voici le sommaire. Habillée souvent en rose pâle et également une large gamme de couleurs vives ou pastel. Il s'agit des sages-femmes, présentes avant, pendant et après la naissance. Némi Derha nous plonge dans le quotidien de ces professionnels au cœur de la vie pour comprendre ce qui fait la richesse et les défis de cette vocation. L'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans les rédactions, outils d'aide à l'écriture, de vérification, de montage et bien d'autres. Son usage soulève aussi des questions d'éthique, de fiabilité, de responsabilité journalistique. Interview à quelques professionnels des médias. Hors du Bénin, l'Afrique du Sud accueille un exercice naval sino-russo-iranien, signe de leur influence en Afrique australe. À nouveau, bonsoir. La Commission électorale nationale autonome Sénat a lancé ce jeudi 8 janvier 2026 le déploiement du matériel électoral vers les communes à partir du centre de colisage d'Akwakpa à Cotonou. Et ceci dans le cadre de l'organisation des élections législatives et communales du dimanche 11 janvier 2026. Le processus de colisage entamé ce jeudi est achevé. Il ouvre la voie au convoyage effectif. L'opération concerne du matériel lourd, on peut citer urnes, isoloirs et cantines électorales. 18 000 kits ont été confectionnés au total pour les postes de vote et 117 camions ont été mobilisés par la Sénat pour l'acheminement afin d'assurer la disponibilité du matériel dans toutes les communes dès samedi. Des dispositions sécuritaires ont été également prises selon la Sénat avec les autorités compétentes. Elle est présente avant, pendant et après la naissance. Souvent discrète, la sage-femme joue un rôle bien plus vaste qu'on ne l'imagine. Entre expertise médicale, écoute et accompagnement des femmes tout au long de leur vie reproductive, ce métier mêle technicité et humanité. Aujourd'hui, nous plongeons dans le quotidien de ces professionnels au cœur de la vie pour comprendre ce qui fait la richesse et les défis de cette vocation, souvent méconnue. La sage-femme est avant tout une professionnelle de santé. Formée en 5 ans, elle maîtrise la physiologie de la grossesse, de l'accompagnement et du postpartum. Son rôle principal est de s'assurer que tout se déroule dans les conditions normales. Le rôle de la sage-femme, dans un premier temps, c'est d'évaluer le terrain sur lequel est arriver cette grossesse, de prévenir les éventuelles complications et de suivre cette grossesse jusqu'à une bonne délivrance. Malgré cette responsabilité médicale, son métier se nourrit d'une dimension humaine puissante. Les sages-femmes accompagnent souvent des moments intenses, plaisir, peur, douleur, parfois même drame. Notre métier, c'est un métier de stress, parce que le plus souvent, c'est la vie de 2 ou 3 personnes qui est entre tes mains. Si la grossesse, c'est une grossesse gémellaire, ça fait 3 personnes. Et au-delà même, parfois. Donc, c'est un moment de stress parce que si ça n'aboutit pas, on dit souvent que l'accouchement, c'est une aventure. Tu ne sais pas là où ça veut atterrir. Donc, c'est des moments de stress. Mais il faut savoir ce que tu sais faire. Et c'est en ce moment que tu fais, ce que tu sais faire là, tu vas l'appliquer. Dans ce rôle, on oublie souvent que leur champ de compétences dépasse largement la salle de naissance. Elles suivent les femmes tout au long de leur vie reproductive. Il faut avoir une écoute attentive. Il faut avoir de l'empathie. Mets-toi à leur place. Donc, et c'est un rapport qui se tisse du jour au lendemain. Les visites. Après les visites, après chaque visite, ça dépend de la manière dont tu lui expliques les choses. Parce que les femmes, normalement, il faut, quand tu veux faire quelque chose avec une femme, même l'examen journalier, tu lui expliques, madame, tu es là pour suivre ta grossesse, c'est moi qui suis chargée de faire ci. Donc, tu lui expliques ce que tu veux faire. Et là, elle met sa confiance en toi. Elle sait qu'elle a compris quelque chose de ce que tu veux faire. Être sage-femme, c'est assister au commencement, c'est guider des femmes dans un moment unique de leur vie. C'est tenir un équilibre subtil entre science et intuition. Mais c'est avant tout célébrer la vie. Comprendre ce métier, c'est reconnaître la pluralité de leur mission, leur expertise médicale et l'immense part d'humanité qu'elles offrent quotidiennement.
Dans le secret des maternités au cœur des cabinets, elles sont les gardiennes discrètes et essentielles de la santé des femmes et des nouveau-nés. On reste dans la même optique. La grossesse est un moment unique, fait de joie, d'attente, mais parfois aussi de doute et de vulnérabilité. De plus en plus de futures mamans se tournent vers la psychothérapie pour mieux vivre ces mois intenses, comprendre leurs émotions et renforcer leur équilibre mental. Entre soutien, écoute et préparation émotionnelle, cet accompagnement devient un véritable allié pour traverser la grossesse avec plus de sérénité. Estelle Dagba, sage-femme à l'hôpital de Bethesda, nous en parle. Le plus souvent, on entend dire les sages-femmes insultent les femmes, mais moi, je dirais que je n'ai pas fait. Déjà, je suis une chrétienne engagée. J'aime mon Dieu, je ne veux pas voir quelqu'un que le Seigneur a créé à son image dans la douleur, parce que notre travail, nous ne sommes pas avec des gens simples. Nous sommes face à des femmes qui souffrent. Et la femme qui souffre ne peut pas gérer toutes ses émotions. Et en tant que chrétienne, tu dois comprendre ça et savoir que celle-là, elle est dans la douleur. Elle peut ne pas être coopérante, mais c'est à toi de jouer le jeu. Quand j'avais commencé le travail de la sage-femme, quand je viens à la garde, quand je vois les femmes, les jeunes filles, les primigènes, les gens qui n'ont jamais accouché, je leur fais une psychothérapie en fait au départ. Je lui explique que après mon examen, je la fais asseoir pour lui dire, tu es à tel niveau de ta délivrance, tu es à tel niveau de l'accouchement. Donc là où tu es là, ce n'est pas encore l'essentiel. Donc il faut savoir qu'on n'est qu'au début. Les douleurs vont commencer par augmenter au fur et à mesure. Quand tu lui expliques tout comme ça, tu lui expliques le déroulement de l'accouchement à la primigène, à la jeune femme qui n'a jamais accouché, elle va te comprendre, elle saura que parfois on leur explique tellement qu'elle attend toujours cette douleur forte qu'elle ne dira plus rien jusqu'à l'accouchement. Elle ne dira plus rien parce qu'elle s'attendait toujours à une forte douleur avant que ça ne sorte. Et de là, quand elle est déjà assise à 7, elle ne sait pas. Comme tu lui as déjà dit que ça là, ce n'est que le début. La douleur va s'accentuer au fur et à mesure jusqu'à ce que l'enfant sorte. Elle attendait cette douleur jusqu'à... Elle ne dira rien avant que l'enfant ne sorte. C'est comme ça. Donc, il y a un préparatif, un préalable que les collègues n'arrivent pas à faire. Si tu ne fais pas ce préalable, la femme ne peut pas coopérer avec toi. On change à présent de sujet. L'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans les rédactions, outils d'aide à l'écriture, de vérification, de montage et bien d'autres. Elle permet un gain de temps et d'efficacité, mais son usage soulève aussi des questions d'éthique, de fiabilité et de responsabilité journalistique. Suivons cet élément réalisé par Félicité Botton et Aimé Benou. L'IA s'impose aujourd'hui comme un véritable assistant de rédaction. Elle permet de gagner du temps sur des tâches chronophages, transcription d'interviews, analyse de données, documentation rapide. Dans plusieurs médias, ces outils servent aussi à proposer des angles, vérifier des faits ou générer des visuels simples. La correction d'un texte, la correction d'une information, pour faire une certaine recherche. Les rédactions utilisent l'intelligence artificielle pour optimiser le travail, que ce soit en création de contenu ou en veille stratégique ou en structuration d'idées. On utilise l'IA pour nous permettre d'abord d'avoir une chronologie des recherches qu'on opère. Donc beaucoup de rédacteurs passent rapidement par l'IA parce qu'elle est beaucoup plus facile, surtout avec l'option messagerie, qu'au lieu de taper dans Google avec moins de temps, vous avez toutes les sources qui viennent confirmer la réponse qu'elle a apportée ou infirmer la réponse qu'elle a apportée. Mais cette technologie a aussi ses limites. Certains contenus générés par l'IA peuvent contenir des erreurs factuelles ou reproduire des biais. Les journalistes doivent donc systématiquement vérifier et réécrire. Aujourd'hui, vous posez une certaine question à l'intelligence artificielle et elle vous donne la réponse. Vous êtes étonné, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne lui fais pas confiance, même pas à 50%.
pas manque de confiance, j'utilise pas trop les intelligences artificielles parce que des fois, ça sort des réponses qui ne sont pas vraies. Autour de 50%, parce que l'IA, c'est vrai qu'elle a cette facilité à concorder plusieurs sources. Par contre, elle n'est pas totalement fiable. Pourquoi? Parce qu'elle a tendance à suivre selon le prompt qui lui est transmis. L'IA peut aussi uniformiser les productions et réduire la créativité si elle n'est pas utilisée avec discernement. Je pense que ça peut faire disparaître l'originalité de ce que nous faisons. Se servir tout le temps de l'intelligence artificielle dans 10 ans ou bien dans 15 ans, on n'aura peut-être plus besoin de nos journalistes à des moments donnés. Tout ce qui est sociologie, psychologie, droit, je doute, et bien sûr médecine, je doute que l'IA puisse 100% remplacer l'humain. Il y aura toujours de faiblesses, donc il y a quand même une limite. Vous ne pouvez pas vous confier à l'IA. Elle ne peut pas avoir un examen psychologique avec vous, ce n'est pas possible. Une opportunité technologique qui appelle à une vigilance nécessaire. Toutefois, la responsabilité éditoriale et la créativité restent, elles, entièrement humaines. Parlons à présent des artisans. Ils n'ont parfois ni de grands diplômes, ni de grosses machines, mais le savoir-faire transforme le quotidien. Dans les ateliers, ces artisans écrivent en silence de grandes histoires, nourrir leur famille, financer les études de leurs enfants et même bâtir des carrières inattendues. Reportage Félicité Bouton et Amic Benou. Ces scènes, on les voit partout au Bénin. Des milliers d'artisans, mécaniciens, soudeurs, peintres, vitriers, tailleurs, coiffeurs, vulcanisateurs, menuisiers, pour ne citer que ceux-ci, exercent des métiers souvent considérés comme modestes. Les gens disent que quand un enfant, on dit à un enfant, par l'apprentissage, c'est comme si cet enfant est un délinquant, un têtu, un illettré. C'est comme si on le jette là-bas pour pouvoir se libérer. Et pourtant, ce sont de véritables piliers économiques et sociaux qui financent des études, construisent de grands projets. Filet bi njide be do etautu nono te kwa nsu we jono hatige nono te kwa nsu we jono danso apapa de no so mi be no vivi ni nsu bon ndo yi kutiri machine ndo po afoton lo po aloton lo po yen pe wa fi yi do igba ko e fi de vodi ma nu e go ho lo me di amo ndo a couture de pe wo mloro pe gbe o no va ko economy on de no va honda gban me kaka bondolo le gbe di we no grâce wa yin lo aso en pon we na nu vite kwasi te ko e me ho kekere e me nya no ye be wa we aso en pon me nya vile so aso me ile no aso so aso me kwenu ye uniform mi de me no de wo ye be wa we no su aso me kwenu fichele Fichele jason non sankoro tueton eno itotope don non te ponsun chobo roblo nchele a don ne wa mi o esupo. Grâce à ce métier, j'arrive à scolariser mes enfants. J'ai une famille. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus en location aujourd'hui. On vit quelque part. L'ouvrier est respecté aujourd'hui. Et je suis très fier de ça. Invisibles mais indispensables, ces artisans prouvent chaque jour que les petites mains peuvent bâtir de grandes histoires. On parle à présent des informations hors de nos frontières. Ousmane Sonko affirme que la dette publique du Sénégal, estimée à 132% du produit intérieur brut, reste viable et rejette toute restructuration. L'Afrique du Sud accueille un exercice naval sino-russo-iranien, signe de leur influence en Afrique australe. Et le Madagascar ouvre une enquête sur un vol privé non autorisé impliquant des proches d'Andry Rajoelina après l'affaire des Boeing 777. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko
affirme que la dette publique du pays est viable et exclut toute restructuration contrairement aux recommandations du FMI. Évaluée à 132% du PIB, cette dette pèsera lourdement sur le budget avec près de 20% des recettes de l'État consacrées au paiement des seuls intérêts en 2026. Tout en reconnaissant une situation budgétaire presque catastrophique, Ousmane Sonko assure que le Sénégal peut honorer ses engagements grâce à une rationalisation des dépenses et des recettes. Un message ferme adressé au FMI alors que les discussions sur un nouveau programme d'aide restent dans l'impasse. L'Afrique du Sud a donné ce vendredi 9 janvier le coup d'envoi d'un exercice naval multinational au large du Cap. Cette manœuvre, prévue pour durer une semaine, réunit la Chine, la Russie et l'Iran aux côtés de l'Afrique du Sud, pays hôte. Rebaptisé Will for Peace, l'exercice vise officiellement à renforcer la sécurité de la navigation et la protection des routes commerciales. Concrètement, la Chine engage 2 navires de guerre, dont un destroyer lance-missiles, la Russie une corvette équipée d'un hélicoptère et l'Iran sa 103e flottille. Au-delà de l'aspect opérationnel, ces manœuvres traduisent la volonté de Pékin et de ses partenaires de projeter leur influence en Afrique australe, une région stratégique au cœur des échanges maritimes et des investissements chinois. À Madagascar, l'autorité de régulation de transport aérien est éclaboussée par un nouveau scandale. Après l'affaire des 5 Boeing 777 liés à l'Iran, une plainte a été déposée ce 6 janvier au pôle anticorruption pour la fuite en jet privé de proches de Andry Rajoelina en octobre 2025. Selon l'aviation civile de Madagascar, le vol aurait quitté le pays sans autorisation officielle ni contrôle normal. L'aviation civile de Madagascar, ACM, évoque de graves atteintes à la sécurité aérienne et à la souveraineté nationale et réclame une enquête indépendante. C'est tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. On se retrouve demain à la même heure. Plaise au Seigneur. Bon week-end par anticipation.